la plus grande menace pour l'Iran en ce moment ne sont pas les porte-avions américains. Ce ne sont pas les destroyers de la marine stationnés dans le golfe d'Oman avec leurs équipes d'abordage prêtes à intervenir. Ce ne sont pas les 3 groupes aéronavals qui convergent vers la région. Ce ne sont pas les avions de chasse F-35 qui effectuent des patrouilles aériennes de combat au-dessus du détroit. La plus grande menace pour l'Iran, c'est l'Iran. Et ce qui se passe actuellement derrière les murs de Téhéran déterminera non seulement si le détroit d'Ormuz rouvre, mais aussi si la République islamique, telle qu'elle existe depuis près d'un demi-siècle, peut survivre à ce qu'elle a elle-même déclenché. Ce n'est pas une histoire de confrontation militaire, c'est l'histoire d'un État qui se consume lui-même. Celle d'un système conçu pour protéger un régime, mais qui déchire maintenant ce régime de l'intérieur. Celle de commandants qui ont accumulé tellement de pouvoir qu'ils ne répondent plus à personne, pas même aux personnes censées officiellement diriger le pays qu'ils prétendent défendre. Pour comprendre ce qui se passe réellement à Hormuz, il faut commencer non pas dans le détroit, mais à Téhéran. Et il faut commencer par un moment qui aurait dû être impossible. Un vendredi d'avril 2026, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi s'est présenté devant la communauté internationale et a fait une annonce. Le détroit d'Ormuz, a-t-il déclaré, était entièrement ouvert à la navigation commerciale. Tous les navires pouvaient y transiter sans restriction. La crise laissait entendre sa déclaration, avait pris un peu de recul par rapport au bord du gouffre. Les marchés pétroliers ont réagi immédiatement. Les prix ont chuté. Les exploitants de pétroliers ont commencé prudemment à reconsidérer les routes qu'ils avaient suspendues. Le monde a légèrement soufflé, croyant que ceux qui prenaient les décisions à Téhéran avaient conclu que le coût du blocus n'était plus soutenable. En moins de 24 heures, le corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré que le détroit était de nouveau fermé. Ils n'en ont pas informé le ministre des Affaires étrangères avant de le faire. Ils ne se sont pas coordonnés avec le président, ils n'ont pas consulté le Parlement. Ils ont simplement désavoué le plus haut diplomate du pays sur l'une des annonces de politique étrangère les plus importantes que le gouvernement iranien ait faites depuis des années devant le monde entier, sans souci apparent de ce que cela signifiait pour la crédibilité de l'Iran, son économie ou son avenir. Certains gouvernements envoient des notes de service, d'autres envoient des signaux contradictoires. Téhéran, apparemment, a décidé d'envoyer les deux en même temps et d'appeler cela une stratégie. Et ce moment est la fenêtre la plus claire sur ce qu'est réellement l'Iran aujourd'hui. C'est pas un État qui prend des décisions stratégiques à travers une chaîne de commandement cohérente. C'est un système fracturé dans lequel 2 centres de pouvoir incompatibles tirent simultanément dans des directions opposées. Et la friction entre eux devient plus destructrice que tout ce que les États-Unis ont fait de l'extérieur. L'homme au centre de cette guerre interne est le général Ahmad Vaidi, un commandant du corps des gardiens de la révolution islamique, un dur, et l'ancien chef de la force Quds avant que Qassem Soleimani ne prenne ce rôle. C'est un homme qui a passé des décennies à construire le réseau international de forces mandataires de l'Iran et qui maintenant, après la mort de tant de hauts responsables du régime lors des frappes américaines et israéliennes de février 2026, a consolidé son pouvoir à un degré qui laisse très peu de place à qui que ce soit d'autre. La position de Vaidi n'est pas simplement que l'Iran ne devrait pas négocier. Sa position est que la négociation elle-même est une reddition, qu'ouvrir Hormuz sans concession américaine est une capitulation, que tout accord diplomatique qui ne valide pas pleinement et n'inscrit pas de façon permanente l'autorité du corps des gardiens de la révolution islamique sur les décisions stratégiques de l'Iran est inacceptable. Lui et son cercle rapproché, y compris le secrétaire nouvellement nommé du Conseil national de sécurité, Mohammad Bagher Zolgadr, qui a été installé précisément parce que Vaidi l'exigeait malgré les objections du président Massoud Pezeshkian, fonctionne avec une vision stratégique qui n'a presque aucun lien avec la réalité économique du pays qu'ils prétendent protéger. Le gouvernement civil voit cette réalité très clairement. Le président Massoud Pezeshkian, élu il y a un peu plus d'1 an sur des promesses de modération et de diplomatie pragmatique, a été effectivement neutralisé comme décideur sur la guerre. Il a été forcé d'accepter la nomination de Zolgadr au Conseil national de sécurité contre sa préférence explicite.
Son ministre des Affaires étrangères fait des annonces diplomatiques que le corps des gardiens de la révolution islamique inverse ensuite publiquement en quelques heures, l'humiliant devant des partenaires internationaux. Des rapports provenant des cercles politiques de Téhéran décrivent Pezeshkian comme étant arrivé à un état de blocage politique complet. C'est un président qui ne peut pas mettre en œuvre des décisions, qui ne peut pas contrôler les nominations et qui ne peut pas empêcher les militaires de saboter chaque initiative diplomatique que son gouvernement tente de lancer. Le président du Parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf, lui-même ancien commandant du corps des gardiens de la révolution islamique, s'est retrouvé dans la position extraordinaire de décrire la faction radicale au sein de son propre État comme des forces qui vont déstabiliser l'Iran. Un homme qui a passé sa carrière dans l'appareil militaire avertit maintenant, dans des remarques divulguées à ses conseillers, que les durs sont allés si loin qu'ils détruisent le pays qu'ils prétendent défendre. Le président du Parlement iranien accuse les commandants de l'armée iranienne de pousser le pays vers l'effondrement. C'est pas du théâtre politique. C'est la preuve d'un système qui s'est brisé en son centre structurel. Quand même, les vétérans du système commencent à avertir que la machine se dévore elle-même, il est peu temps d'arrêter d'appeler la fumée résistance et d'admettre que la maison est en feu. La preuve la plus claire de cet effondrement est venue de la séquence de négociations. Le Pakistan travaillait depuis des semaines à organiser un deuxième cycle de discussions entre des envoyés américains et des représentants iraniens à Islamabad. Le premier cycle n'avait produit aucun accord. L'aile civile du gouvernement iranien, désespérée de trouver un cadre qui pourrait lever le blocus américain, alléger la catastrophe économique et permettre une sorte de résolution qui sauve la face, était prête à s'engager. Les avions américains étaient sur le tarmac. Steve Witkoff et Jared Kushner, les envoyés de Trump, étaient prêts à décoller. Les médiateurs pakistanais avaient donné des signaux indiquant que la participation iranienne était confirmée. Puis ces signaux ont disparu, les Iraniens sont devenus silencieux, puis ils ont exigé que les États-Unis lèvent leur blocus naval avant que les discussions puissent reprendre. Witkoff et Kushner sont montés dans leur avion pour retourner à Washington au lieu d'aller à Islamabad. Les discussions se sont effondrées avant même de commencer. Ce qui s'était passé entre le signal et le silence, c'était Vaidi. Les responsables américains avaient déjà constaté, après le premier cycle de discussion à Islamabad, que les commandants du corps des gardiens de la révolution islamique avaient rejeté le contenu de ce que les propres négociateurs de l'Iran avaient discuté. L'équipe diplomatique civile avait exploré des cadres, identifié des zones de compromis potentiels et envoyé des signaux indiquant que Téhéran était disposé à parler d'Ormuz, du programme nucléaire et d'un arrangement à long terme qui pourrait permettre à l'Iran de survivre à cette crise tout en préservant ses intérêts fondamentaux. Les commandants du corps des gardiens de la révolution islamique ont décidé qu'ils n'avaient pas été consultés de manière adéquate. Ils ont tué le deuxième cycle. Puis ils ont forcé Ghalibaf et Arakchi à apparaître à la télévision d'État iranienne et à s'expliquer. Le président du Parlement et le ministre des Affaires étrangères ont été exhibés devant les caméras pour clarifier publiquement qu'ils ne négociaient pas les droits de l'Iran sur le détroit ni ses acquis nucléaires. Deux des plus hauts responsables civils de l'Iran ont été obligés de démontrer leur loyauté envers les commandants militaires qui empêchaient le processus diplomatique de fonctionner. Voilà à quoi ressemble le pouvoir lorsqu'il n'a plus de contrepoids civil. Et à Washington, l'entourage de Trump pouvait presque admirer la performance. Un système politique où l'humiliation publique n'est pas un scandale, mais une méthode de gestion. La raison structurelle qui a rendu cela possible est enracinée dans la décapitation de la haute direction iranienne qui a commencé avec les frappes américaines et israéliennes. L'aîné Khamenei a été tué. D'autres commandants du corps des gardiens de la révolution islamique avaient déjà été tués ou écartés, créant un vide de commandement dans lequel Vaidi et sa faction se sont engouffrés. L'ancien chef de la sécurité, Ali Larijani, qui avait passé des années comme l'autorité capable de maintenir ensemble la prise de décision iranienne, de servir de médiateur entre les ailes militaires et civiles, et de préserver une cohérence fonctionnelle suffisante pour que le système puisse parler avec quelque chose qui ressemblait à une voix unifiée, a lui aussi été tué dans une frappe ciblée.
Son remplaçant, Zolgader, n'a ni l'autorité ni le poids politique nécessaire pour remplir cette fonction. Et Vaidi a veillé à ce que Zolgader soit placé à ce poste précisément parce que sa présence faciliterait la domination du corps des gardiens de la révolution islamique plutôt que la coordination civile. Le résultat est que l'Iran n'a plus d'équivalent efficace de ce que la Rijani représentait. Il n'y a personne capable de dire au commandant du corps des gardiens de la révolution islamique qu'ils sont allés trop loin. Il n'y a aucune figure dont la parole serait suffisamment respectée par eux pour les faire reculer devant une décision. Le système qui était censé assurer une surveillance civile de l'aventurisme militaire a été fonctionnellement remplacé par un système dans lequel les commandants militaires annulent à volonté les décisions civiles. Et les conséquences économiques de ce que ces commandants ont décidé sont catastrophiques d'une manière qui atteint déjà le point de l'irréversibilité. Avant la fermeture du détroit d'Ormuz, l'Iran exportait environ 1,85 million de barils de pétrole par jour. Cela générait environ 150 millions de dollars de revenus quotidiens. C'était l'oxygène financier qui maintenait les subventions, qui faisait fonctionner le vaste empire économique du corps des gardiens de la révolution islamique lui-même et qui payait les soldats, les administrateurs, les entrepreneurs et les réseaux de clientélisme qui maintiennent le régime à tous les niveaux. Tout cela s'est arrêté. Le blocus américain a effectivement empêché le pétrole iranien d'atteindre les marchés internationaux. Les ports iraniens sont devenus des villes fantômes. Les grues restent immobiles. Les travailleurs qui les faisaient fonctionner sont dans la rue. Pourquoi ? Parce que les pétroliers qui devaient transporter le pétrole iranien sont bloqués au port sans destination possible. Les installations de stockage se remplissent depuis des semaines. Des estimations d'analyse qui surveillent les infrastructures pétrolières iraniennes situent la capacité de stockage restante entre 10 et 15 jours avant que l'Iran soit forcé de commencer à fermer entièrement des puits de pétrole. Fermer un puits de pétrole en production n'est pas un processus simple. C'est une catastrophe technique et économique qui peut prendre des années et exiger des investissements énormes pour être inversé. L'Iran gagnait 150 millions de dollars par jour. Il ne gagne maintenant pratiquement plus rien avec le pétrole. Tandis que ses coûts, ses dépenses militaires, le soutien à l'effort de guerre et l'entretien de ses réseaux de forces mandataires continuent de s'accumuler. Le flux de revenus chinois qui avait maintenu l'Iran en vie malgré des années de sanctions a lui aussi été coupé. Les navires qui transportaient le pétrole iranien vers la Chine ne peuvent pas transiter par Ormuz. Les routes alternatives sont soit indisponibles, soit insuffisantes. L'Iran a été effectivement coupé de son plus grand client au moment précis où il n'a aucun autre moyen de générer des devises étrangères. L'économie iranienne ne s'approche pas d'une crise. Elle y est déjà. Et les commandants du corps, des gardiens de la révolution islamique qui ont pris les décisions ayant produit cette crise, sont assis dans leurs installations de commandement apparemment indifférents aux conséquences pour les Iraniens ordinaires, pour la capacité financière de l'État et pour la survie à long terme des institutions qu'ils prétendent protéger. C'est le vieux miracle autoritaire, des dirigeants qui peuvent fermer un détroit, vider un trésor public, puis continuer à affirmer que le vrai problème est le manque de patriotisme des autres. Ce schéma n'est pas sans précédent historique. La phase la plus dangereuse de tout système autoritaire n'est pas celle où il fait face à une pression extérieure écrasante. C'est celle où les luttes internes de pouvoir poussent le système à poursuivre des politiques qui sont à la fois en échec et impossibles à corriger. Quand la faction au pouvoir ne peut pas changer de cap sans perdre le pouvoir, et ne peut pas maintenir son cap actuel sans détruire le système qu'elle contrôle, voilà le piège dans lequel le corps des gardiens de la révolution islamique a conduit l'Iran. Les rues d'Iran le savent d'une manière que les bunkers du corps des gardiens de la révolution islamique ne comprennent pas. La population a vécu des années de difficultés économiques, de pression des sanctions, de restrictions sur l'information et du type de répression qui maintient la colère sous terre au lieu de l'éliminer. La guerre contre l'Amérique et Israël a accéléré simultanément chacune de ces pressions. Les prix ont bondi, les circuits d'importation se sont effondrés, les services se sont détériorés et des jeunes hommes ont été mobilisés ou poussés à éviter d'être mobilisés.
Les pénuries de carburant causées par la fermeture du détroit affectent la consommation intérieure, pas seulement les revenus d'exportation. Un pays assis sur d'immenses réserves de pétrole connaît une crise énergétique intérieure parce que sa propre armée a fermé la route par laquelle ce pétrole devait circuler. Des blogueurs populaires et d'autres voix influentes à l'intérieur de l'Iran ont commencé à filmer des adresses publiques au gouvernement. Ils demandaient pourquoi les services de base échouaient, pourquoi les compensations promises aux familles déplacées par le conflit n'étaient pas arrivées, et pourquoi l'État qui exigeait des sacrifices ne fournissait rien en retour. Ces voix atteignaient des dizaines de millions de spectateurs sur des plateformes que le gouvernement essayait simultanément de supprimer, ce qui signifie que la suppression créait autant de colère que les conditions qu'elle tentait de cacher. Trump, en regardant tout cela se dérouler depuis Washington, a publié une déclaration qui révélait quelque chose d'important sur les évaluations du renseignement américain concernant la situation interne. Il a prolongé la fenêtre de cessez-le-feu précisément parce que, selon ses mots, le gouvernement de l'Iran est sérieusement fracturé. Ce n'était pas un langage diplomatique. C'était un président qui venait d'être informé de la lutte de pouvoir à l'intérieur de Téhéran et qui disait publiquement ce que ses services de renseignement avaient conclu en privé. La fracture est réelle, elle est sérieuse, et elle affecte la capacité de tout interlocuteur iranien à réellement tenir tout engagement qu'il pourrait prendre dans des négociations. Pour une fois, Trump n'avait pas besoin d'exagérer le chaos. Le chaos avait fait lui-même le travail de publicité. Cela crée un problème qu'aucune pression militaire américaine ne peut résoudre directement. Les États-Unis peuvent détruire davantage d'infrastructures, ils peuvent saisir davantage de pétroliers, ils peuvent resserrer le blocus naval. Ils peuvent déployer davantage d'avions et positionner davantage de marines. Tout cela maintient la pression sur le système. Mais si les personnes de ce système qui pourraient être disposées à conclure un accord ne peuvent pas réellement mettre cet accord en œuvre parce qu'une faction militaire armée et dotée d'un pouvoir institutionnel annulera simplement tout ce qu'elles auront accepté, alors le processus de négociation devient vide de sens, peu importe ce qui est offert. Voilà où en sont les choses aujourd'hui. Le ministre iranien des Affaires étrangères a annoncé que le détroit était ouvert. Le corps des gardiens de la révolution islamique l'a désavoué. La direction civile iranienne a signalé qu'elle était prête à discuter. Les commandants du corps des gardiens de la révolution islamique ont tué les discussions avant qu'elles commencent. Le président de l'Iran ne peut pas nommer les membres de son propre conseil de sécurité sans approbation militaire. Le président du Parlement murmure à ses conseillers que les durs détruisent le pays. Et à l'extérieur, dans le Golfe, 3 groupes aéronavals attendent. Les chasseurs de mines se préparent au déploiement. Les opérations d'abordage se poursuivent contre des navires battant pavillon iranien, le blocus naval se resserre. Les Addix Thunderbolt et les hélicoptères Apache patrouillent contre la flotte moustique du corps des gardiens de la révolution islamique, composée d'embarcations d'attaque rapide. Des avions de guerre électroniques EA, un 8G Growler, capable d'aveugler les réseaux de défense aérienne iraniens en quelques secondes, sont maintenant positionnés à la base aérienne de Nevatim, en Israël. La pression militaire est énorme et elle est conçue pour être insoutenable pour l'Iran. Mais la question à laquelle elle ne peut pas répondre est la question interne. Qui, à l'intérieur de l'Iran, a l'autorité nécessaire pour prendre la décision qui mettra fin à cela? Et si la faction dure maintient son emprise, cette personne est elle-même en position d'agir. L'histoire retient de nombreux exemples d'États vaincus, non pas parce que leurs ennemis extérieurs étaient assez forts, mais parce que leurs contradictions internes étaient devenues catastrophiques. Les détroits qui les ont détruits n'étaient pas géographiques, ils étaient structurels. Au moment où les mécanismes de défense d'un système deviennent les mécanismes de sa propre destruction, l'environnement extérieur devient presque secondaire par rapport à la dynamique interne. Le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a été créé pour protéger la République islamique. Il a été créé pour être le muscle qui imposerait la survie du régime contre toutes les menaces. Il est devenu riche dans ce processus, contrôlant quelque part entre 40 et 50% de l'économie iranienne grâce à son vaste réseau d'entreprises dans la construction, les télécommunications, le pétrole et l'industrie. Il est devenu puissant. Puis il est devenu indépendant.
Puis il est devenu la force dominante dans la prise de décision. Et maintenant, au moment de la plus grande menace extérieure que l'Iran ait affrontée depuis des décennies, il bloque les options diplomatiques qui pourraient permettre au régime de survivre en échange du maintien d'un contrôle absolu sur les décisions. Dans les eaux étroites d'Ormuz, c'est pas seulement la navigation commerciale qui est bloquée. Tout un avenir pour le pays dont le drapeau flotte sur les rives de ce détroit est pris en otage par des commandants prêts à brûler l'économie, à miner la diplomatie, à humilier le gouvernement civil et à provoquer la puissance militaire la plus forte de la planète plutôt que d'accepter tout arrangement qui ne les placerait pas dans un contrôle permanent et incontesté. Les gardiens de la révolution ont bâti leur révolution. Ils l'ont protégée. Et maintenant, dans leur détermination à la posséder entièrement, ils pourraient devenir l'instrument de sa destruction. Non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, à l'endroit où tous les empires finissent par tomber. Voilà l'ironie finale. La force créée pour garder le régime pourrait finir par accomplir ce dont ses ennemis ne pouvaient que rêver, tout en affirmant jusqu'au bout qu'elle sauvait la nation.